À notre émission de la semaine, Madame, Messieurs, nous vous présentons une émission très intéressante aujourd'hui où nous recevons une personnalité politique de la diaspora noire et pourquoi pas haïtienne, ici même à Montréal. Il s'agit de Monsieur Josué Courville, que vous connaissez très bien. Ce monsieur, il est conseiller de ville à district Saint-Michel. Et nous parlons avec lui, en fait, pourquoi pas, de Montréal. On parle de la situation, pourquoi pas, de cette diaspora, des différentes activités, en fait, qui ont lieu dans cette partie de Montréal, ce district de Montréal, qui est le district de Saint-Michel. Des bonnes choses très intéressantes. On parle évidemment de culture, on parle de lecture, on parle aussi, pourquoi pas, de cette réalité, la black, ici même, donc, à Montréal, à Ville-Saint-Michel, à qui nous saluons grandement. En deuxième partie de cette émission, Madame, Messieurs, durant cette période des fêtes, évidemment, nous recevons une grande dame. On vous parle de musique classique. Ah ah, eh oui, le son, un son absolument extraordinaire. Nous recevons Madame Manon Riendo. Madame Manon Riendo est la directrice générale, fondatrice de l'orchestre, je dirais, symphonique de Terrebonne. On parle évidemment des grands de cette musique. On parle aussi d'un son absolument extraordinaire. On parle aussi de son parcours. Une grande dame et qui a combattu réellement pour arriver justement à cette grande réalisation. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, joyeux Noël. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Je vous rappelle, notre magazine Ça va causer. Nous recevons aujourd'hui une tête d'affiche, un grand monsieur, ça n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Monsieur Josué Courville, il est conseiller municipal à Montréal. Il va nous préciser exactement. On parle de Saint-Michel, on parle en fait de vraiment cette zone-là qui est peuplée par des nombreux immigrants. Et on est en pleine période où on parle d'ouvrage et il nous a invités dernièrement une grande soirée qui a eu lieu à Saint-Michel et ça s'est passé même, je dirais même au village haïtien. Ouais. Bonjour, comment ça va? Donc, bonjour Henri, je veux saluer tous les téléspectateurs, les téléspectatrices de Ça va causer. Donc, mon nom, comme vous l'avez précisé, Josué Courville, conseiller de ville du district de Saint-Michel. Donc, c'est un plaisir pour moi de représenter les Michelloises et les Michellois depuis près de 6 ans maintenant. Mm-hmm. Et vendredi dernier, c'était une première parce qu'on a eu le Salon du Livre qui a été lancé. On a de concert avec le député de Viau, M. Franz Benjamin, avec les éditions Mémoire, et le Salon du Livre de Montréal. On a ramené le Salon du Livre à Saint-Michel, à la Maison d'Haïti. Donc, c'était une première pour amener les écrivains chez nous. Et il faut rappeler également que Saint-Michel était le premier quartier invité au Salon du Livre de Montréal. C'était un plaisir de voir les gens qui étaient en si grand nombre pour entendre des écrivains parler de littérature, parler de livres, parler de l'importance de l'écrivain dans notre société. L'importance de l'écrivain, dans la société. Lors de cette rencontre, il y a eu quand même différentes personnalités, en fait, des écrivains qui se sont exprimés comme tels. Parmi les thèmes dont on a parlé, j'ai cru entendre aussi cette histoire de discrimination raciale. J'ai cru entendre ce mot-là sortir de temps en temps. Dites-moi, quel est votre commentaire? Donc, par rapport à la discrimination, souvent, on a peur de l'autre et cela occasionne des comportements qui ne sont pas nécessairement positifs. Donc, je pense que la Ville de Montréal reconnaît cette problématique de discrimination raciale, donc reconnaît le racisme systémique, si on veut être précis, et certaines actions sont prises. Mais je pense que qu'on doit continuer à travailler parce qu'on n'est pas encore arrivé.
on n'est pas encore arrivé. Il y a toujours ces incompréhensions. Il y a toujours dans certains de nos arrondissements des employés qui se sentent bafoués. Je pense que c'est une guerre continuelle. C'est un travail qu'on doit mener tambour battant pour aider l'autre à comprendre que quelle que soit notre couleur épidémique, quelle que soit notre origine, nous formons tous cette Montréal plurielle. Dites-moi, je vais vous poser une question directe. Que répondez-vous à une personne à qui vous essayez de faire comprendre que vous venez d'ailleurs et que, bon, ailleurs, comme partout ailleurs, le monde devient global quelque part. Il y a des éléments de comportement dans l'éducation, dans le savoir-vivre qui sont communs. Et que la personne qui vous réponde, vous êtes au Québec ici. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors certes, on vient d'ailleurs, puis moi je prends de la réalité afro-descendante. On est là depuis longtemps. On est là depuis longtemps, depuis donc Mathieu d'Acosta. La présence afro-descendante au Québec est évidente. Et quelles que soient les sphères, que ce soit les gens, les Afros qui viennent de la Jamaïque, d'Haïti, que ce soit nos frères qui viennent de l'alma mater, l'Afrique, on est là et on contribue à cette vitalité montréalaise. Souvent, les gens réagissent parce qu'ils ne comprennent pas. Et souvent, moi, j'utilise l'histoire pour aider l'autre à comprendre. Donc, nous ne sommes pas des menaces. Nous sommes là pour vivre ensemble. Et on est condamnés à vivre ensemble. Et j'ai eu cette belle leçon qu'on a eue lors de la pandémie. Que l'on soit blanc, noir ou n'importe quelle origine, on était tous atteints. Et moi, je dirais, dans un autre sens, on est tous à Montréal, au Québec, et on doit vivre ensemble. Chacun doit apporter son coup de part. Pour moi, je vois le tout comme une belle symphonie. Une belle symphonie. Certes, il y a des communautés qui ont des similarités. C'est comme, par exemple, quand on parle d'Haïti et le Congo, les professeurs haïtiens qui étaient allés au Congo, cette proximité qu'il y a entre les Congolais et les Haïtiens, ça, c'est un. Ça, c'est les années 60, 61, 62. Tout à fait. J'en ai connu des professeurs haïtiens au Congo. Il y avait même toute une école à Kinshasa dirigée par des professeurs, par des Haïtiens. Ça, je tiens à vous le dire. Et qui ont remplacé le blanc. Ils ont remplacé les Belges. Lumumba a été mal pris. Le Premier ministre, nouvellement élu. Il est venu ici au Canada. Il a été rejeté. La ville de Montréal l'avait quand même reçu. Il cherchait des coopérants pour l'aider. Parce que les Belges quittaient le pays et les Congolais n'étaient pas formés comme tels. Ils sont allés chercher des Haïtiens, ils ont négocié avec M. Duvalier, et les Haïtiens ont débarqué à Kinshasa, un peu partout au Congo, médecins, avocats, fonctionnaires, pour aider le peuple congolais dans ses débuts. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pourquoi, il y a de cela quelques semaines, quand la ville de Montréal a reconnu la célébration de cette journée du Congo, ben écoute, ce fut pour moi un honneur et un plaisir de parler du Congo, parce que j'ai beaucoup d'amis qui viennent du Congo, puis j'ai un petit faible pour l'histoire. Donc, c'était extraordinaire. Et il y a cette grande similitude, cette grande attraction entre les Haïtiens et les Congolais. Et puis aussi, cela nous permet de nous enrichir. On s'apprend l'un de l'autre. Et je pense que dans notre société d'accueil, les autres qui viennent d'ailleurs apportent des volets positifs, que ce soit en termes de gastronomie, en termes de culture et autres. Moi, j'essaie de suivre cette élégance congolaise qui est exemplaire. Et donc, on a attiré chacun des éléments de l'autre qui nous permet de grandir. Monsieur Courville, je vais tourner un petit peu la page vers autre chose et je vais vous parler de politique. Maintenant, vous êtes conseiller municipal, vous êtes à l'intérieur même de ce système urbain, je dirais nord-américain. Madame la mairesse ne se représente plus aux prochaines élections municipales.
C'est ce qu'elle a annoncé, municipale montréalaise. Dites-moi tout d'abord, comment voyez-vous la carte électorale de Montréal? Enfin, je vous pose la question, qui, selon vous, est-ce que voyez-vous quelqu'un en perspective? Peut-être Carnot vous-même, je ne sais pas. Donc, moi, je pense que donc, ça va être un beau défi pour le début de 2025. Les deux principaux partis vont partir en quête d'un chef. Donc, Projet Montréal prévoit avoir un chef d'ici le mois de mars. Ensemble Montréal s'enligne dans la même longueur d'onde afin que le 2 novembre 2025, lorsque nous aurons les élections municipales, on aura un nouveau maire ou bien une nouvelle mairesse. Donc, c'est un défi extraordinaire. Et quels que soient les partis, est-ce qu'il va y avoir d'autres partis qui vont émerger? L'avenir nous le dira. Mais je pense que Montréal a besoin d'un nouveau leadership, d'une nouvelle vision, de nouvelles approches pour permettre à la ville de Montréal, qui est la métropole du Québec. Qui fut la métropole du Canada, au fait. Tout à fait. Donc, de regagner ces lettres de noblesse. Dites-moi, comment situer Montréal dans le futur avec l'arrivée massive, comme vous le savez, des nouveaux immigrants venant d'un peu partout? Je vous donne les motifs ici, en fait, les motifs de la présence même de ces immigrants ici. Nous parlons ici de crise économique chronique dans les pays en conflit, crise politique, on parle de l'Europe, l'Ukraine, Russie, Moyen-Orient, conflit israélo-arabe, Asie, conflit possiblement entre la Chine communiste et en fait Taïwan, en fait c'est une histoire classique, possible conflit militaire entre Corée du Nord, Corée du Sud aussi, pays capitalistes, multiples conflits militaires en Afrique noire, je vous parlais du cas du Congo, le fameux Kivu, et sans doute le cas haïtien qui étonne sérieusement, des bandits qui s'accaparent d'une partie du pays et qui tuent sans pitié un chef qui se nomme, sans gêne, Barbecue. Ça veut dire, je brûle les humains. Mais c'est grave. C'est très grave. Je pense que c'est grave. Donc, tous ces conflits-là poussent les gens vers l'extérieur. Cet extérieur se trouve être Montréal, parce qu'il y a plusieurs communautés culturelles qui sont à Montréal, et les gens se retrouvent surtout à Montréal. Donc, ce qui amène des défis énormes au niveau de la ville, au niveau de cette gouvernance de la ville. Donc, on a ces derniers temps la problématique de l'itinérance. Si on voit tout ce qui se passe sur le boulevard Notre-Dame, les campements qui est un problématique. Il y a des problématiques au niveau de la mobilité, des travaux. On nous dit, à la blague que donc c'est la ville des Conouanges. Il y a pas mal de défis, mais quand même, cela permet aux gens qui ont leur communauté, qui sont déjà établis, de venir à Montréal, parce qu'à Montréal, il y a des défis certes, mais il y a aussi beaucoup d'emplois. J'ouvre une petite parenthèse, je vais la fermer très très vite, parce que vous parlez des travaux à Montréal. Moi, je suis arrivé ici après avoir quitté le Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que j'ai étudié là-bas aussi en 73 jusqu'en 74-75. Je suis venu ici pour mon cégep, en 75 plus précisément, je dis bien. Donc avant les Jeux Olympiques. J'étais là, je voyais tout. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à l'époque, déjà, il y avait des travaux. On faisait des travaux déjà à l'époque. Et je me rappelle les routes. Les routes, j'étais frappé, très étonné de constater qu'oh là là, ici, on s'occupe vraiment des routes. Hein, on arrange les routes. Mais tout le temps, chaque année, je me suis posé cette question, mais tiens, mais c'est bizarre. Je ne suis pas dans un pays du tiers-monde ici, où l'on fait d'à peu près quels sont les produits dont ils se servent. Comment se fait-il que ces routes se cassent aussi rapidement? Qu'au Nouveau-Brunswick, où je suis allé aussi, les routes sont très belles. Il fait plus froid qu'ici. On m'a dit que c'était le froid ici. Mais là-bas, il fait froid. Et les routes sont belles. Alors, je me suis dit, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, où c'est devenu vraiment là, c'est devenu partout, pas seulement à Montréal, mais partout sur la région métropolitaine. La question, est-ce que c'est sérieux? Ou est-ce qu'il y a-t-il des aventuriers qui font à peu près le travail pour le refaire l'année prochaine, pour s'assurer d'avoir du travail? C'est quoi l'histoire, en fait? Donc, moi, je pense qu'il faut peut-être revoir nos us et coutumes, comment on touche ce dossier-là. Parce que c'est pas normal que cela arrive. Et aussi, c'est pas normal qu'il y ait un multitude de travaux. Je pense que si on veut régler la situation, il faut se poser la question.
des questions vraiment pertinentes, comme vous l'avez souligné. Pourquoi ça arrive? Si ça arrive, est-ce qu'il faut prendre d'autres paramètres, aller vers d'autres techniques? Je pense qu'il y a des questions à se poser en termes de solidité, en termes de compétences. Quand même, on a plusieurs universités ici à Montréal, on a des gens qui sont formés, mais on peut essayer de voir les problématiques, il faut les résoudre, il faut peut-être donc voir ce qui se fait au Nouveau-Brunswick, ce qui fait ailleurs, et puis comment on peut mieux donc entretenir nos routes. Ensuite, il y a la multiplicité des travaux, plusieurs travaux qui se font en même temps, et ce qui pose des congestions, ce qui énerve les citoyens. Donc, je pense qu'on doit être beaucoup plus efficace. Depuis la semaine prochaine, ça va être le budget à Montréal. Les citoyens vont voir leur compte de taxes. Et moi, je pense qu'il est de bon aloi de revoir nos façons de faire afin de dire qu'on leur a donné pour leur argent en termes de route, en termes de solidité, en termes d'efficacité. Vous êtes quelque part devenu le représentant officiel de cette belle municipalité de Montréal. Je parle ici de Ville-Saint-Michel. Et moi-même, j'ai vécu là aussi dans les années 75. Quand je suis arrivé à Montréal, j'habitais à Ville-Saint-Michel, non loin du cégep de Rosemont. Donc, c'est quand même mon beau quartier. Mais pourquoi aujourd'hui, quelque part, lorsqu'on lit dans les médias, on a cette impression que Ville-Saint-Michel fait peur? Pourquoi? Malheureusement, c'est une réalité. Une réalité? Une réalité qui est dans les médias. Mais on ne voit pas les beautés. Par exemple, l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, par extension, c'est 4 districts. Le district de Saint-Michel, le district de François-Perrault, le district de Villeray et le district de Parc Extension. Juste dans le district de Saint-Michel. Saint-Michel, c'est le quartier, donc disons, c'est la capitale du cirque au Canada. Du cirque? Du cirque, yes. Donc, on a la Tohu, qui est un endroit où on a beaucoup de spectacles. Oui. Il y a l'École nationale du cirque, où les gens viennent de partout pour se former. Et il y a le Cirque du Soleil, donc, qui est là. Donc, Saint-Michel bouge au niveau du cirque. Bouge aussi, mais ce que je ne comprends pas, monsieur le conseiller municipal, à l'époque où moi j'habitais comme étudiant à Ville-Saint-Michel en 75, je marchais de mon coin près de la 10e avenue à pied jusqu'au cégep de Rosemont. Parce que j'aimais ça. Je me promenais à plein de terrains de foot, on allait me jouer là. C'était québécois. Oui, tout à fait. C'était québécois, je voyais les Québécois partout. Tout à fait. Je retourne à Ville-Saint-Michel maintenant, c'est ethnique. Je n'ai rien contre les ethnies, je suis ethnie moi-même. Mais j'aimerais comprendre, est-ce que les Québécois ont fui parce que les ethnies sont là ou quoi? C'est quoi l'affaire? Donc, je dirais que Saint-Michel est pluriel. Il y a des Québécois, il y a beaucoup de communautés culturelles qui se trouvent à Saint-Michel. Donc, souvent, les gens mélangent un peu les faits. Il y a des fois des choses qui passent à François-Perrault, on dit que c'est dans Saint-Michel. Je pense qu'il y a une confusion. Je pense qu'il y a une confusion. Qu'il y a une confusion, et puis aussi, quand il y a des aspects négatifs qui sont reliés à un endroit, des fois, on voit ce volet négatif dans toutes les sauces. Mais on oublie les aspects positifs. Oui, il y a des dérapements qui se font comme partout ailleurs. Mais aussi, il y a des grands défis, il y a des grandes réalisations dans Saint-Michel. On a le groupe 3737 en termes de développement des affaires. Le groupe 3737. Oui. Donc, en termes de développement des affaires, en termes d'accompagnement des PME, il y a des choses extraordinaires qui se font. Il y a donc Saint-Michel, c'est la capitale canadienne aussi du café. Il y a plein d'éléments positifs. Et vous voulez emmener la lecture, vous voulez emmener, oui, tout à fait. Emmener la population. Tout à fait. Donc, oui, c'est ce projet, Saint-Michel, quartier du livre et des écrivains.
On veut par... il y a beaucoup d'écrivains à Ville-Saint-Michel? Oui, il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup de gens qui écrivent. Et nous, ce qu'on veut faire, on veut inciter les gens à lire. Pourquoi? Et partir... Parce que nous croyons que la lecture ouvre vers la connaissance. La lecture nous permet de rêver. La lecture nous permet de voyager. La lecture aussi, c'est une arme de défense. Donc, nous voulons que... Une arme de défense. De défense. Donnez-nous un petit peu de plus. défense, par exemple, dans le débat qu'on a eu vendredi dernier contre le racisme, quand des fois, lorsqu'on utilise l'écriture, oui. on peut dire des choses, on peut se défendre. On peut se défendre. Donc, si on part de ce goût de la lecture qu'on veut mettre dans Saint-Michel, que ce soit au niveau de la garderie, des écoles primaires, des écoles secondaires, que ce soit dans les entreprises, on veut que les citoyens aient cette porte ouverte vers la connaissance, la culture. Certes, au niveau de notre arrondissement, on a 3 bibliothèques. Il n'y a pas de bibliothèque à proprement parler dans le quartier Saint-Michel. La bibliothèque se trouve à François-Péraud. Mais nous croyons que lorsqu'on va mettre ce focus sur le livre, en mettant un peu des croque-livres un peu partout, ce sont les petites boîtes où est-ce que les gens peuvent trouver des livres un peu partout. Lorsqu'on ait des activités autour du livre, que ce soit dans les écoles, que ce soit, comme on a eu vendredi dernier, des écrivains qui viennent nous parler, que ce soit aussi des activités comme la bibliothèque vivante. Au lieu d'avoir des livres, on a des personnes qui nous parlent. Qui viennent nous parler, qui viennent nous parler. Et aussi les livres voyageurs. Donc, qu'on soit au supermarché, chez le dentiste, il y a toujours un livre qui traîne. Donc, cela va nous permettre d'avoir ce goût, cette attirance vers la lecture pour défaire les stéréotypes, mais aussi pour créer de nouveaux univers. Vous-même, en tant que bibliothécaire, parce que vous avez cette formation universitaire, en quoi cela vous sert-il? En quoi cela vous sert-il aujourd'hui dans vos fonctions politiques? Dans ma fonction politique, ce goût de la lecture, ça m'aide quand j'écris mes textes. Quand j'écris mes textes, donc il y a ce volet-là qui rentre en ligne de compte. J'ai aussi une formation en littérature. Donc, cela se reflète dans mes textes. J'ai un goût pour l'histoire. Donc, cela se reflète. Donc, tout ça me permet de m'exprimer, d'extérioriser ce que je veux dire, d'aller vers cet univers, que ce soit la lecture, la culture. Donc, la musique, c'est comme... Hier, on a eu un beau concert gospel. Montréal, on a fait passer une motion en 2021, Montréal, ville de musique gospel. Gospel qui est donc cette musique de combat, cette musique d'espoir, cette musique qui nous vient de l'Afrique. Lorsque on a fait venir nos parents vers ce nouveau monde, et que ce soit aux États-Unis et autres, pour se défendre, quand ils travaillaient, il y avait ce volet musical et que l'on veuille ou non, la musique est afro-descendante. Et c'est resté encore. Ah, tout à fait. Resté encore. Tout à fait. Puis, on aime bouger, on aime ça. Et puis aussi, ça nous permet de défoncer les portes. Josué Corville, conseiller municipal à Montréal, est-ce qu'on vous voit peut-être éventuellement maire de Montréal? Non, je pense pas. Vous n'allez pas imiter Barack Obama qui est allé à la présidence? Du tout pas. Je ne sais pas si on est prêt à cela. Si le fruit est mûr pour ça. Donc, je vais continuer à travailler comme conseiller de ville. Et puis, l'avenir nous dira le reste quand le fruit sera mûr. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview, surtout de vous être déplacé jusqu'ici. Oui, c'est un plaisir. Beaucoup, monsieur. Merci. D'accord. Et voilà, mesdames, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.